Messieurs, bonjour, ou peut-être bonsoir, dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Politis qui parle de l'actualité et politique. On y va avec Doha. À Doha, on joue les prolongations, en tout cas sur les lignes, la lune de une du journal Géopolis de ce matin. Le journal relève effectivement qu'il y a un blocage au niveau de pourparlers qui est entre le pouvoir et la rébellion du M23 dans la capitale qatari. Les deux délégations s'y rencontrent depuis plusieurs semaines sans pouvoir produire un seul communiqué. En tout cas, le dernier, c'était le 23 avril 2025 où elles ont montré leur disponibilité à pouvoir se parler, à engager des discussions directes pour parvenir à une solution politique. Et pendant ce temps, sur terrain, il y a deux choses qui n'évoluent pas. On parle des agressions, on parle des affrontements sur la ligne de front, notamment dans les zones sous occupation du M23, et puis aussi sur les lignes qui séparent le M23 aux forces loyalistes. Le pouvoir de Kinshasa est en train justement de travailler pour qu'il y ait un accord entre le gouvernement congolais et les Américains, justement concernant ce qui concerne le partage, l'exploitation minière en échange de l'assistance sécuritaire. Et pendant ce temps, comme vous le savez également, les États-Unis ont rapproché les deux gouvernements, le gouvernement congolais et rwandais, pour tenter de trouver une solution. Une déclaration de principe a été signée à Washington. Et aujourd'hui, nous attendons la rencontre entre le président Tshisekedi et Kagame autour de Donald Trump, le président américain, pour tenter justement de trouver la solution. Et pendant ce temps, encore, entre autres, il y a la visite d'Obasanjo qui fait toujours parler de lui, d'elle dans les sphères politiques, dans les salles politiques de Kinshasa, où il a rencontré notamment Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et bon nombre d'opposants. Comment analysons-nous cette situation et comment sortir de la crise? C'est le thème de cette émission avec nos invités. Je commence par Maître Wello. Bonjour Maître Wello. Bonjour Monsieur José Ouawa. Vous êtes de la société civile. Droits humains. Société civile, thématique droits humains. Très bien. Président national du cadre de concertation de droits humains en RDC. Effectivement, vous êtes mieux présenté que moi. Alors, à votre droite, à ma gauche justement, vous avez Maître Augustin Kalengai. C'est pas Willy, mais Augustin cette fois-ci. Auguste Kalengai. Auguste Kalengai. Kalengai, vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions politiques dans le parti Conscience Nationale. Non, je suis secrétaire national chargé des questions juridiques. Effectivement, dans ce parti politique de l'opposition. Alors, comprenez que le tableau est là. Avec nos deux invités, on veut savoir comment on démarre. Ça fait 3 semaines, 4 mois, ça dépend. Ça fait comme beaucoup de temps, plus de mois, plusieurs semaines, plusieurs jours que la délégation de Kinshasa et celle du M23 se rencontrent à Doha. Et déjà, les journaux parlaient d'une impasse là-bas, justement, parce que les deux parties n'arrivent pas à conclure un accord. La médiation a proposé une prolongation d'une semaine encore pour tenter justement de réconcilier les deux points de vue. À la société civile, comment est-ce qu'on perçoit cette situation? Parce qu'on sait que les discussions directes entre les deux parties étaient ce qui avait été longtemps demandé pour un dénouement de la situation. On se rend compte, depuis la déclaration de bonnes intentions jusqu'à aujourd'hui, les choses ne semblent pas évoluer. Merci beaucoup, Monsieur José Ouawa, pour cette épineuse question qui vraiment fait couler encre et salive. Nous, au niveau de la société civile, composante de droits humains, le cadre de concertation nationale de droits humains en RDC, méga plateforme des associations et ONG de droits de l'homme au Congo-Kinshasa, que j'ai la lourde responsabilité de présider. Nous avons suivi, comme tout le monde, le processus de Nairobi, de Luanda, et après il y a eu le processus de Doha, et aujourd'hui on parle de Washington, c'est ça. Alors, nous avons salué à juste titre valeur
ce communiqué que nous avions, comme tout le monde suivi, les tensions, n'est-ce pas, entre le gouvernement congolais et le Rwanda, les méchants ou l'ascensé Rwanda, qui a violé la souveraineté de notre pays. Mais cependant, monsieur le journaliste, notre point de vue, c'est que ce soit le processus de Nairobi, de Luanda, celui de Doha, et aujourd'hui on parle de Washington, ce sont de tractations politiques pour, permettez la tautologie, trouver une solution politique, c'est-à-dire arrêter, stopper les hostilités. Mais cependant, nous, en tant qu'activistes de droits humains, nous nous posons la question, pourquoi chaque fois que l'on cherche à résoudre une crise au pays ou dans la sous-région, le punaise question de droits de l'homme est mise de côté. Ici, je parle bien évidemment de la question des victimes civiles de cette crise humanitaire. Je parle ici de milliers de compatriotes congolaises et congolais qui ont été contraints de quitter le nord ou le sud Kivu pour d'autres villes, pour d'autres pays. Ici, je parle de réfugiés, par exemple, qui se trouvent des milliers. Et comment vous pensez que c'est une question qui devait être prioritaire? Nous savons que les droits de l'homme, c'est parmi les principaux droits fondamentaux de chaque être humain. Mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui, quand on parle justement des dénouements, sur le plan politique et que les solutions n'ont pas encore été trouvées, vous pensez que c'était le moment de mettre ça en exergue? Parce qu'on sait que ce sont des questions qui doivent être traitées dans peut-être les arrangements particuliers. Mais aujourd'hui, l'urgence, selon les négociateurs, selon les politiques et les facilitateurs, c'était d'abord d'obtenir la cessation des hostilités, un cessez-le-feu définitif qui mettra fin à la crise, aux affrontements, et qui sera un prélude justement à la fin de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est fait, ma question était pourtant beaucoup plus claire, vous pensez aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a lieu de s'inquiéter sur ce qui va arriver? Bon, je vais être honnête et sincère en disant tout simplement en tant que citoyen congolais et garant de droits humains en RDC que le Congo ne perd rien. Parce que je vis ces communiqués et ce qui me réjouit, moi en tant qu'acteur de la société civile, c'est que la question du respect strict de la souveraineté a été soulevée, a été mentionnée noir sur blanc. Et donc, autant le Rwanda respectera la souveraineté de la RDC, autant la RDC respectera aussi la souveraineté du Rwanda. Ça, c'est quand même un point positif qui peut nous faire croire que, à l'issue de ce processus, n'est-ce pas, la souveraineté du Congo-Kinshasa, consacrée au premier chapitre de la Charte des Nations Unies, sera respectée et restera inviolable. Voilà, je reviens à vous. Je me tourne vers M. Kalingaï. Vous êtes au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, à un moment, vous avez exigé qu'il y ait pour parler, qu'il y ait justement le dialogue entre le pouvoir et la rébellion, entre le pouvoir et l'opposition non armée. Et finalement, l'autre fois, il avait été convoqué des concertations, je veux dire, les consultations nationales par le conseil spécial du président Tshisekedi en matière de sécurité. Et après, ça a suivi justement cette histoire pour parler de Doha entre les deux parties, les belligérants. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, il y a lieu de croire que nous sommes dans la bonne direction? Merci beaucoup pour la parole accordée, messieurs les journalistes. Je m'aimerais préciser d'entrée de jeu que nous, au niveau de la conscience nationale, avec notre allié principal Jean-Marc Kabound, nous ne sommes pas inscrits dans cette démarche de Doha ou de Washington ou des consultations parce que nous
estimons que cette manière de mener cette démarche, c'est une façon de sauver un régime finissant. Alors nous, au niveau de la conscience nationale, avec notre allié principal Jean-Marc Aboun, on avait proposé des dialogues à deux niveaux, c'est-à-dire on devait d'abord procéder à réunir autour d'une table le parti ou soit les pays étrangers impliqués dans ces conflits. Nous avons notamment le Rwanda, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda et la RDC. Après cette table ronde des États impliqués dans ces conflits, en ce moment-là, on pouvait penser maintenant comment réunir les Congolais autour d'une table, notamment les forces politiques de l'opposition armée et non armée sur une table. Alors tout ce qui se passe, Doha, Washington et quoi que ce soit, ce n'est qu'une façon de sauver un régime déjà finissant. Parce que déjà quand ils pensent que nous avons Donald Trump qui a tweeté sur les pourparlers qui devraient avoir lieu entre nous et les Rwandais, c'est une façon de nous légitimer encore dans l'opinion où nous n'avons plus de crédibilité. Pour moi, c'est une farce qu'on ne peut pas admettre au niveau de notre position. Donc nous, en tant que conscience nationale, et notre allié Jean-Marc Aboun, nous continuons à croire que la seule voie de sortie de crise, c'est la proposition faite par l'honorable Jean-Marc Aboun d'Akaboun. Et là, vous parlez de ces discussions qui doivent avoir lieu sur deux niveaux. Vous parlez de cette nécessité qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Et aujourd'hui, comment on met fin à cette guerre? On va terminer cette guerre, d'autant plus qu'il y a des dissensions déjà au niveau interne. Le président a, désolé, clairement, a montré sa bonne foi de pouvoir justement rencontrer. Il a lancé l'invitation à toutes les parties, mais une bonne partie de l'opposition, malheureusement, semble-t-il que c'est la plus importante, ne se pas présentée. Est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de jouer les jeux de l'ennemi? Partant de cette question, je voudrais préciser que ce n'est pas la première fois que cette situation nous arrive ici en RDC. Nous avons connu pareille situation dans le passé avec l'accord de Lusaka. On a également connu les concertations quand même qui étaient très bien organisées par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que nous avons vu des gens débaucher d'autres membres des forces politiques de l'opposition en vue de se faire une certaine légitimité dans l'opinion. Donc nous disons que tout ce qu'il y a eu en termes de consultations, tractations politiques, des coulisses et autres, n'engage que ceux qui pensent légitimer leur pouvoir déjà finissant. Donc nous restons déterminés à notre voie de sortie de crise proposée par l'honorable Jean-Marc Aboun. Nous disons non, on va pas aller dans le sens imposé par un pouvoir qui se voit déjà impopulaire. Alors, la seule voie de sortie de crise, c'est la proposition de Jean-Marc Aboun. Nous devons organiser les dialogues à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un dialogue qui va réunir les États impliqués dans cette crise. Nous avons les Rwanda, Burundi et les autres. Et puis, nous allons réunir les Congolais entre eux. Comment expliquer, messieurs les journalistes? Vous dites que vous consultez les forces politiques de la nation, alors que les mêmes forces politiques sont traquées, certains sont imposés en exil. Est-ce que c'est une façon de faire, de proposer ou de sortir de la crise comme ils prétendent? Non, messieurs les journalistes, c'est une farce. Nous restons déterminés à notre face de sortie de crise proposée par M. Jean-Marc Aboun. Alors, quand vous parlez de ceux qui sont traqués, je rappelle aujourd'hui que, par exemple, quand vous parlez de gens qui sont traqués, on parle, par exemple, les cas le plus emblématique, c'est celui de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, qui aujourd'hui, les ministères publics, le pouvoir public, les procureurs, je crois, a adressé une lettre, une correspondance au niveau au Sénat pour tenter d'obtenir justement la levée des immunités du président Kabila. Ce n'est pas parce qu'il est condamné, mais c'est parce que pour permettre l'administration saine de la justice, de l'administration de la justice, et pour connaître les faits pour lesquels il est soupçonné. Comment on va lier la politique avec une affaire aussi purement judiciaire? Mais c'est ceux qui prétendent vouloir apporter des solutions à des problèmes actuels sont eux-mêmes des bourreaux, sont eux-mêmes des problèmes. Donc aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils doivent apporter des solutions à cette crise qui sévit actuellement dans notre pays,
ils doivent faire profil bas. Parce que vous allez dire que non, ces gens-là, il y a peut-être l'interférence il n'y a pas interférence, ou soit il y a indépendance des pouvoirs judiciaires. Mais avec tout ce qui se passe, messieurs les journalistes, vous pensez qu'il y a indépendance des pouvoirs judiciaires? On sait qu'il y a une main noire dans tout ce qui se passe. C'est ça, ce sont des incantations, parce qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'on sait que les faits sont là, et la justice estime qu'on reproche à tel ou tel autre individu de faits infractionnels, que la justice a le droit de pouvoir vouloir connaître cela. Et la procédure, c'est celle qui est engagée, notamment en ce qui concerne le cas de Joseph Kabila, qui est en exil. Et effectivement, ce n'est pas de cette façon qu'on doit trouver des solutions, parce que à l'heure qu'il est, nous devons réfléchir sur l'unité. Comment rendre solides les accus de l'indépendance. Mais voilà, vous-même, vous prétendez trouver des solutions à une crise à partir du moment où vous êtes élément déclencheur de la dite crise. Monsieur Hulot, vous êtes de la société civile. Je rappelle que vous, c'est le droit de l'homme qui parle de la justice. Tout à fait. Et votre co-débatteur estime que dans les conditions actuelles, c'est pas ce qu'il a dit, mais ça sous-attend qu'il voudrait dire que dans les conditions actuelles, il faut quand même fermer les yeux à ce qui concerne le volet judiciaire de choses et privilégier l'unité nationale. Absolument. Moi, je crois que c'est son opinion, que je respecte bien, mais en tant qu'activiste de droits humains... Ça passe aussi facilement. En tant qu'activiste de la société civile je dis ceci. le droit de l'homme, voici ma réponse. Quand on parle que la justice doit être d'abord... Je ne cache pas ma langue dans la poche. En tant que président national du cadre de concertation de droits humains en RDC, je réponds à la question avec cette formulation. Il n'y a pas et il n'y en aura jamais respect des libertés fondamentales garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme sans justice distributive. Ça, c'est ma réponse. Donc, il n'y a pas de droits humains, il n'y a pas de droits de l'homme sans justice. Donc, et ici, pour conclure, je dis tout simplement que la justice, telle qu'il est écrit quelque part, qu'elle élève une nation. Si nous voulons bien fonctionner, respectons la justice, respectons la procédure judiciaire, parce que nous ne vivons pas nous ne vivons pas quand même au XVIIIe siècle, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes dans une société civilisée, établie, sur base de normes, n'est-ce pas? Mais je voudrais revenir un peu au processus de Doha, Washington juste pour dire tout simplement que ces deux processus, ce sont des processus politiques qui, en d'autres termes, peuvent être considérés comme informels. Et le seul processus que nous devons capitaliser, et dont j'ai demandé même la vulgarisation, c'est la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Congo. 2773. Absolument. Tout est écrit noir sur blanc. Et je crois que, en dehors de cette résolution, que ce soit Doha ou Washington, comme je l'ai dit, ce sont des processus politiques pour stopper les hostilités. Quand vous parlez justement de ça, cette nécessité de pouvoir faire respecter les lois du pays, et que quelque part, les personnes qui sont malheureusement soupçonnées, qui sont malheureusement poursuivies par moment, sont des personnes clés, des figures emblématiques, des figures importantes sur la scène politique congolaise, dont la nation a besoin justement pour refaire son unité, pour justement tenter de trouver une solution. Est-ce que par moment, est-ce que vous voyez que c'est par moment, ça peut relever inopportune toutes les démarches visant justement à le juridisme, un peu comme on dit, et que le juridisme n'aurait pas pourrait peut-être compromettre cette volonté de pouvoir avancer les choses. Alors là, pour répondre à votre soif, je dirais tout simplement que ce sont des mal nécessaires. De mal nécessaires pour la cohésion nationale, pour
la construction du, 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 du vivre ensemble, n'est-ce pas? Parce que le pays est agressé et ici, ce sont des mal nécessaires. Mais nous, notre position, elle est claire. En tant qu'activiste de droits de l'homme, personne ne peut dire qu'il est sans blâme. Personne ne peut dire que lorsque il est accusé de délit de droits de l'homme, que lorsqu'il est accusé d'avoir violé la loi, elle s'impose à tout le monde, monsieur le journaliste. Qui que vous soyez. Et nous, le seul instrument que nous demandons le respect strict, c'est la loi. Donc il faut concilier les deux, la loi et la politique au même moment, la société, parce qu'on sait que l'objectif du droit, justement, de la justice, c'est justement recréer les conditions pour un vivre ensemble qu'il faut. Et si évidemment, mais on dit toujours il y a la notion de la présomption d'innocence. On ne s'en disconvient pas. Mais tout ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas bloquer l'appareil judiciaire. Voilà, le message semble passer. Et Maître Kelingaï, vous comprenez justement la position de la société civile qui estime, contrairement à vous, que la justice doit continuer de fonctionner, quel que soit le contexte politique dans lequel nous nous retrouvons. Aujourd'hui, ça, ce n'était qu'une parenthèse. On parlait justement pour parler de Doha qui sont presque au point mort. Bah, pas au point mort, mais il y a la prolongation parce que c'était censé se terminer déjà pour la conclusion, la signature d'un accord, mais ça n'a pas eu lieu. Les médiateurs ont demandé au moins une semaine pour réconcilier les vues et pour concilier les vues et tenter de trouver une issue à cette crise. Et on parle de cette histoire de Washington. Washington, c'est justement la capitale américaine qui a réuni la RDC, le Rwanda autour d'une table pour parler paix. Et la déclaration principale avait été signée. Vous avez dit que tout ça, ça ne vous concerne pas vraiment. Vous, ce qui vous intéresse, c'est un dialogue sincère entre les différentes parties. Et justement, dans ce contexte-là, que le président, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, je crois que je viens de prononcer son nom, a fait le déplacement de Kinshasa, d'Harare et de Pretoria, de Djobour, en Afrique du Sud, pour rencontrer notamment l'ancien ministre Mboussina Moussi, selon les sources, et aussi l'ancien président Joseph Kabila, et finalement le chef de l'État Tshisekedi. Et beaucoup estiment que ce périple diplomatique vise justement à recréer les conditions pour le début, l'avènement des dialogues politiques. Et cette fois-ci, vous participez. Je voudrais d'abord éclairer certaines zones d'ombre. Lorsque mon co-débatteur a parlé de la justice, élève une nation, je voudrais préciser un élément. La justice a pour but l'établissement de la paix sociale. Alors, à partir du moment où cette dernière n'établit plus la paix sociale, ce n'est plus une justice. Vous avez également évoqué la notion de l'opportunité. Si vous estimez que, avec cette période très tendue, il n'y a pas moyen de déclencher une action publique contre la personne qui est présumée avoir enfreint les règles de la République, et surtout qu'il s'agit d'une figure emblématique, moi j'estime que cette façon de jouer les doubles jets, d'un côté on cherche la solution et de l'autre côté c'est nous les problèmes, c'est montrer à la face du monde que même si aujourd'hui un accord intervenait entre le Congo et le Rwanda, il y aura toujours une partie à cet accord qui ne va pas respecter ses engagements. Et puis revenant sur votre question par rapport pour parler, bon, nous attendons voir parce que comme vous et nous avons tous appris qu'il y a des tractations de l'ancien président nigérian
Mais nous sommes Ça, ce sereins. sont les tractations qui sont officielles, qui sont connues, mais des sources dignes de foi indiquent que, effectivement, les consultations au niveau des états-majors généraux de partis politiques à Kinshasa, dont votre président Kabound, et tout ce monde-là qui serait en train d'être consulté justement, et probablement en vue de poser des bases pour la tenue de la convocation des dialogues véritablement inclusifs, autour duquel toutes les parties doivent se parler, en tout cas ce qu'on parle du processus au niveau national, parce que ce qui s'est fait là, ça s'est fait au niveau diplomatique. Est-ce que vous serez là? Kabound va y participer. Ce n'est qu'une consultation. C'est-à-dire, le président peut être là, ou peut être joint par téléphone et être consulté. Mais cela ne veut pas dire que nous allons participer ou nous n'allons pas participer. C'est-à-dire, avant de participer à une consultation, on doit effectivement être au courant de tous les méandres, de toutes les conditions et poser également des préalables. Si nous estimons que ces consultations iront dans le sens que nous opinons également, moi je trouve que il va de soi que le président se rallie derrière là-dessus. Mais si c'est une façon de légitimer un pouvoir finissant, on ne va pas participer. Alors, vous parlez de ce pouvoir finissant, il s'agit du pouvoir du président Tshisekedi qui n'a été réélu qu'en 2023. Et le président Tshisekedi, son mandat court jusqu'en 2028. Nous sommes en 2025. Je ne sais pas sur base de quoi, parce que c'est le discours justement développé par M. Kabound, votre président national, le président de votre plateforme. Et sur base de quoi est-ce que son pouvoir doit être finissant? Oui, peut-être qu'il peut y avoir de problèmes. Il n'y a pas eu encore jusque-là un sondage d'opinion qui montre effectivement que son taux de popularité a baissé. On voit dans des pays comme la France où le président peut avoir un taux de popularité de 15% et continuer à gouverner jusqu'à la fin de son mandat. Lorsque nous parlons d'un pouvoir finissant, nous faisons allusion à l'impopularité du régime, nonobstant son droit le plus légitime, reconnu par la Constitution, de continuer à gérer jusqu'en 2028. Donc nous, jusqu'à présent, nous sommes inscrits dans la démarche légale. M. Tshisekedi finira son mandat en 2028 et il va partir. Vous verrez avec tout ce qui se passe, dialogue, droit et autres. C'est juste une façon d'apaiser les tensions. Après cette période, ils vont relancer les débats sur les réformes constitutionnelles. Qui ne sont par ailleurs pas interdites par la Constitution. La Constitution aussi reconnaît et consacre justement le mécanisme de sa propre révision. Effectivement, mais c'est pas un problème d'opportunité. Est-ce que c'est maintenant qu'on doit engager ces débats? Bon, en tout cas, l'opportunité, ça dépend de quel groupe on se trouve. Monsieur Hello, vous avez suivi religieusement, je vous ai vu prendre de notes, et votre co-débatteur. On parle justement de ce pourparler. Vous avez dit que ça, c'est un processus qui s'est fait au niveau extérieur. Vous estimez que le seul cadre légal, le seul cadre vraiment à même de pouvoir résoudre le problème du Congo, c'est principalement la résolution 2773. Et aujourd'hui, on parle justement de cette possibilité que les acteurs sociopolitiques puissent se parler autour d'un dialogue politique. Vous avez suivi son point de vue qu'il va falloir mettre en place les conditions de participation à ces dialogues et son parti politique, l'Alliance pour les changements, si j'ai pas mal. La conscience nationale. La conscience nationale, l'Alliance pour les changements. Vous êtes dans la même plateforme politique avec M. Kabound, l'ancien vice-président de l'Assemblée et ancien secrétaire général de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la seule option pour sortir de la crise, en dialogue sincère entre les forces politiques et sociales du pays, au-delà de ce qui s'est fait à l'extérieur? Vous avez déjà dit que sur le plan diplomatique, la résolution 2773 était la voie à suivre, et maintenant le processus local, comment résout cette crise? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Nous, comme organe spécialisé de la promotion, la protection et la défense des droits humains, nous disons que la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo s'impose comme force de loi à toutes les parties prenantes à la crise humanitaire que traverse le pays.
Et le processus informel de Doha ou de Washington, ça, ce sont des démarches politiciennes ou politiques. Nous sommes la société civile. C'est pourquoi, du haut de ce plateau des Géopolis Télévision, nous pensons que chaque minute compte. Combien de morts faudra-t-il le compter pour que nous puissions faire taire nos divergences, c'est-à-dire faire de nos différences une force d'unité nationale, de cohésion nationale et du vivre ensemble. C'est ainsi que j'appuie l'initiative de princes de l'Église catholique et les CC de réunir les filles et fils du pays pour construire la paix, construire bien sûr les vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Ça, c'est notre position en tant que personnalité indépendante, bien sûr, de la société civile. Le dialogue national, inclusif, est important. Et nous n'avons pas le temps à perdre. Parce que je vous dis, monsieur le journaliste, nous sommes avec vous sur ce plateau à Kinshasa, Gombe, mais vous ne savez pas combien de défenseurs des droits de l'homme je fais déplacer de zones occupées par les forces étrangères vers le pays étranger, de milliers de familles que nous avons fait déplacer vers Kinshasa au regard de la menace qui pesait sur eux parce que l'activiste des droits de l'homme, sa voix jeune lors de l'occupation du territoire par les gens qui agissent par la violence, par la brutalité. Oui, là, tout ça, ce sont des histoires qui sont toujours racontées régulièrement. Mais aujourd'hui, il y a ces faits, les faits sont là. Ah ouais. Il y a dissension entre le pouvoir de Kinshasa, la rébellion, le Rwanda et la RDC. Des dissensions autour desquelles les États-Unis sont en train de travailler pour tenter de trouver une solution. Et la solution, aujourd'hui, c'est le dialogue. Il a commencé entre les deux États. Kagame et Tshisekedi se sont rencontrés. Le M23 et le gouvernement de Kinshasa se parlent à Doha. Oui. On a parlé en même temps, il y a l'Union africaine qui fait partie maintenant du processus global, Oui. est en train de travailler pour un dialogue au niveau local. Oui. Et vous pensez aujourd'hui que ce sont les éléments qui permettent aujourd'hui de pouvoir espérer qu'il y ait la paix. Là, vous l'avez dit, mais je voulais qu'on soit un peu beaucoup plus pédagogique. Dans ce cas, Oui. nous avons deux cas de violation des droits de l'homme qui ont Des été milliers. répertoriés dans les zones sous occupation. Tout à fait. En même temps, on parle de la nécessité de privilégier la paix parce que sur base de ça, il semblerait qu'il y a des documents des Nations Unies et d'autres organisations non gouvernementales qui travaillent pour documenter, présenter aux instances compétentes de la nécessité de pouvoir connaître les auteurs des atrocités qui ont été commises dans ces zones sous occupation. Oui. Et comment expliquez-vous comment ça devait se passer dans une optique où vous avez la possibilité, où les pourparlers s'ouvraient aujourd'hui? Parce que je vois, j'ai lu quelque part, on parle même de les poursuites engagées contre Joseph Kabila, c'est peut-être aussi de pouvoir préparer les lits à ces pourparlers national au niveau national pour tenter de trouver une solution. Comment est-ce que vous pensez que l'opportunité, de la même façon on a parlé pour Joseph Kabila, qu'on avait la possibilité, c'était nécessaire de pouvoir privilégier la cohésion nationale en perspective d'un dialogue pour un retour progressif de la paix. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il est encore opportun de parler de violation des droits de l'homme dans les zones sous occupation, d'autant plus qu'on sait que ces zones sont occupées par des rebelles et qu'on a besoin de ces rebelles-là pour parler justement autour d'une table pour mettre fin aux atrocités. Voilà. La paix entre le Congolais, je ne trouve pas le mal de la construire. Vous comprenez? C'est pour cela que nous, d'ailleurs, nous avons vu, comme vous, un communiqué
sur le média, signé entre l'honorable Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Deli Sisanga et je crois aussi Joseph Kabila. Voilà, ce sont des Congolais qui peuvent se parler entre eux. Ils peuvent être des adversaires politiques, mais ils ne sont pas des ennemis. Et donc, s'il lui faut réunir tous les acteurs majeurs, y compris nous, la société civile, autour d'une table pour traiter des questions essentielles, des questions profondes. Parce que même la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies parle de la dimension interne. Et ça, c'est très important. Mais, quant à la question de poursuite judiciaire auquel vous faites allusion, nous avons dit que la justice, c'est l'épine dorsale du respect des droits humains. Et sans justice, distributive et surtout transitionnelle, dans le cas d'espèce, nous ne pouvons pas croire au respect des libertés fondamentales, au respect des droits humains, des droits de l'homme. Là, vous l'avez dit, on l'a compris, la nécessité de privilégier oui, le dialogue et privilégier la paix sociale, privilégier l'unité nationale, mais il ne faut pas marcher sur ce qui concerne le loi. Je vais que vous terminiez, parce qu'on est arrivé à terme de cette émission, à la fin de cette émission. Aujourd'hui, si jamais il y a dialogue entre les différentes parties, quel serait le cahier de charge de la société civile? Et de manière globale, comment est-ce que vous voyez cette possibilité de dialogue? Qui va le présider et pour quelle finalité? Très bien. S'il arriverait qu'aujourd'hui, il y a dialogue national et inclusif, n'est-ce pas? Voici le cahier de charge de la société civile composante droits humains. Donc, les éléments, parce que le cahier de charge, ça Voilà, suppose une réflexion dans le groupe. La question de victimes civiles doit être traitée. Et ici, c'est la responsabilité de toutes les parties prenantes. La question de la réparation doit être traitée, c'est-à-dire dommages et indemnités des victimes civiles. Cette question doit être traitée. Et la troisième, c'est que la justice qui élève une nation, la justice qui presque le jumeau ou le jumelle, si vous le permettez, de droits humains, doit être rendue à la population civile, à ceux qui ont perdu de familles, qui ont perdu des biens de valeur, mais aussi l'épineuse question de la violation de la souveraineté de la RDC, qui a été foulée aux pieds par les forces étrangères, doit être soulevée, traitée. C'est pourquoi nous disons que nous, comme société civile, nous avons l'étoffe pour faire condamner le pays agresseur sur l'échelle internationale pour avoir imposé la guerre à la RDC et pour avoir violé pour le cahier de charge de la Sûreté des Nations Unies. Civile, les éléments de cahier de charge de la société civile. Voilà. Mais on parle maintenant de la finalité. Quel est votre attendement de ces dialogues-là, si jamais il avait lieu aujourd'hui? C'est pour construire la paix, les vivre ensemble et le pardon. Comme je l'ai suivi, l'honorable Martin Fayoulou dire qu'il a pardonné lors de la dernière interview qu'il a accordée à votre confrère, je crois, de Top Congo. Il a dit qu'il a pardonné au nom de la paix. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kelungaï, vous parlez justement, vous dites que la dernière consultation ne vous a pas concerné en tant qu'opposition.
C'est pourquoi vous n'avez pas fait le déplacement. Vous venez de dire également que si jamais il y a du dialogue, il va falloir que les cahiers de charge de l'initiateur de ce dialogue soient clairs et les prétentions de l'opposition, particulièrement de votre plateforme autour de M. Kabound, soient prises en compte et vous allez faire la balance. Et est-ce que si jamais il y a ces dialogues, qu'est-ce qu'on retrouverait dans les cahiers de charge de l'Alliance pour les changements? Et l'Alliance pour les changements est alliée. La conscience nationale, voilà. Pour répondre à cette question, je voudrais glisser un mot par rapport au préalable avant de pouvoir aller participer à ces dialogues. Nous, en tant qu'une force politique de l'opposition, nous avons nos préalables. Est-ce que vous pensez, avec tout ce qui se passe actuellement, il y a dialogue, et ainsi de suite, il n'y a aucun respect des préalables, vous pensez que cette histoire va devoir aboutir à une issue meilleure? Je dis non. Dans un pays où le pays agresseur a roulé les pays agressés, à partir du moment où le préalable qui devrait être posé par le pays agressé ne sont pas respectés, notamment les retraits des troupes rwandaises sur les sols congolais, n'a pas été démise. Notamment, n'est-ce pas, la suppression de l'influence étrangère. Mais aujourd'hui, vous pensez que avec tout ce qui s'est fait, nous aurons une très bonne finalité? J'ai dit non. Nous, en tant que force politique de l'opposition, avant de participer à une initiative allant dans le sens de la paix, de prime abord, nous devons évaluer les degrés de sincérité qu'a les gestionnaires actuels de la République et puis proposer nos éléments. D'abord, avant de participer, nous avons bien évidemment une idée claire sur ce qui va devoir s'y passer. Tout ce qui nous intéresse à l'Herculé, c'est la paix. Moi, je dirais, l'élément principal et primordial de tout dialogue qu'on va devoir participer, c'est d'abord la paix. Mais comment y parvenir? C'est-à-dire, nous sommes des Congolais. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons, chacun de nous, faire des concessions. C'est ça même le but. Et en faisant des concessions, je crois qu'il y aura harmonisation des vies et tout va aller comme sur la roulette. Donc voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, on doit libérer l'antenne justement pour laisser place à d'autres programmes. Merci beaucoup à M. Wello, président du cadre de concertation de la société civile thématique droits de l'homme, d'avoir accepté l'invitation de Géopolis. Également, Maître Kalengai, qui est secrétaire national en charge de questions juridiques du parti politique Conscience Nationale, donc membre de l'opposition, d'avoir accepté l'invitation de Géopolis. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission qui touche à sa fin. À très bientôt sur Géopolis Télévision. Restez branchés pour suivre les différents programmes de votre télévision. Au revoir.